La suite, vous savez, nous arrivons dans le Money Time, comme monsieur M le dit. Il faut maintenant passer à la thématique. Aujourd'hui, c'est mercredi. On parle famille, on parle enfant. Comment aider son enfant, dans quelles circonstances, dans quel axe? On le saura davantage après notre élément. Une certaine dose de rébellion, à la maison ou à l'école, n'est pas une raison suffisante pour conclure que l'enfant ou l'adolescent est un usager de drogue. Il est cependant important de rester à l'affût des signes pour distinguer les symptômes de la simple crise d'adolescence de ceux d'un problème potentiellement plus grave. La drogue, c'est quelque chose que je consomme. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de consommer, quoi. Voilà. Parce que ce que ça crée de néfaste à certaines personnes que j'ai vues, voilà, c'est pas évident, quoi. La drogue en elle-même n'est pas une chose mauvaise dans la mesure où elle est bien utilisée. Il y a deux types de drogues. Il y a la drogue illicite et la drogue licite. Ces drogues qui sont reconnues en pharmacie sont les drogues qui sont contrôlées, qui sont vendues de façon stratégique pour pouvoir aider les patients à se retrouver. Par contre, les drogues qu'on vend dans les rues de façon illicite sont les drogues très dangereuses. Nous pouvons citer le cannabis, le marijuana. Mais par contre, le désintérêt de l'enfant vis-à-vis de l'école, la baisse drastique des résultats scolaires doivent alerter les parents. Un seul signe ne suffit pas. Il faut plusieurs symptômes réunis avant de s'inquiéter. C'est souvent difficile, mais il faut, en le suivant de près, en connaissant d'abord ton propre enfant, à partir de là, si tu as l'habitude de le surveiller et que tu le connais mieux, dès qu'il y a un changement, à partir de là, tu sauras et peut-être qu'avec un peu plus d'effort, tu chercheras à savoir qu'est-ce qui le met dans cet état. Pour savoir comment un enfant a commencé à fumer de la drogue, ça c'est au niveau des parents. Chaque parent connaît son enfant. Si tu as remarqué que ton enfant a un comportement différent, peut-être se lave pas, ou bien il n'a plus l'appétit, il maigrit sans raison, c'est le rôle de tout parent de s'occuper de son enfant. La drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel dont l'usage peut avoir pour conséquence des perturbations physiques ou mentales. Elle modifie perception et comportement de l'usager. Vous voyez que ça détruit nos enfants, ça perturbe un peu l'éducation des enfants et c'est une mode aujourd'hui. Ça donne des hallucinations en fait. Ça te met dans un état un peu hors de toi, quoi. Et tu es capable même de faire des choses que toi-même tu n'as pas envie de faire. Voilà, parce qu'après ça tu ressens rien. C'est comme on dit les jeunes là, tu es décalé. Découvrir que son enfant se drogue est certes douloureux et angoissant. Mais l'attitude des parents face à cette situation est primordiale. Après la panique et la colère, il faut dialoguer. Selon un rapport d'étude du RAID, le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, publié en décembre 2015, la situation des usagers mineurs d'Abidjan, dont l'âge varie, de 15 à 17 ans, devient préoccupante. Toujours selon ce rapport, l'Afrique de l'Ouest est devenue depuis plus d'une dizaine d'années une importante zone de transit pour le trafic destiné au marché extérieur. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Elle est devenue une véritable zone de transit et de forte consommation de drogue de tout genre. 7 heures, mesdames et messieurs, passées de 3 minutes du côté de Manfla. C'est à 380 km d'Abidjan, dans le département de Zouenoula, de la région de la Maraoui. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci, de notre très beau pays. D'ailleurs, un de ses dignes fils est sur ce plateau, Dr Joe Frédéric Zabi. Il est psychothérapeute et toxicologue. Drogue, comment aider son enfant? Bonjour, Dr Zabi. Bonjour Marco, bonjour Alix. Bonjour, docteur. C'est encore un plaisir pour moi d'être là. Plaisir partagé, croyez-nous. Première question. Oui. On va faire déjà la classification. C'est quoi une drogue? Qu'est-ce qu'on appelle une drogue? On va retenir votre question, mais je vais vous faire un faux bond. Comme d'habitude, on est habitué. Allez, allez. Je vais vous faire un faux bond. On vous laisse faire. Je vais prendre des clichés que je vais présenter aux parents. La réalité de ce qui se passe chez eux, à leur nez et à leur barbe, et tous les jours. Il faut dire que d'entrée, l'âge de la première consommation de drogue en Côte d'Ivoire est en train de s'abaisser dangereusement. Aujourd'hui, le premier contact de certains individus avec la drogue se situe entre 8 et 9 ans. Selon quelles statistiques? C'est pas bon, ce que je suis en train de dire, c'est pas basé sur des statistiques officielles, mais c'est basé sur les réalités de ce que moi je fais comme pratique. Des enquêtes que vous avez menées. D'enquêtes de terrain, des prises en charge des enfants et tout, des interventions thérapeutiques dans les familles, etc. L'âge de la première consommation de drogue est en train de s'abaisser à 8 et 9 ans. Deuxième chose que j'aimerais que les parents sachent, c'est que la drogue n'est plus hors de l'école, la drogue est dans l'école. Troisième chose que j'ai envie que les parents sachent, c'est que
le mode de consommation des drogues est en train de changer, en train d'évoluer dangereusement. Les types de drogues sont en train de changer. Tout change en fait autour des parents, sauf eux-mêmes. Ça pose un gros problème. Qu'est-ce que c'est qu'une drogue? Et là, maintenant, je vais répondre à votre question. J'étais patient, j'attendais. Donc la classification et qu'est-ce que c'est qu'une drogue? Voilà. Il faut dire que la drogue, c'est une substance, un produit d'origine naturelle ou synthétique, qui, une fois ingurgité par un individu, modifie en fait le fonctionnement de son système nerveux central et altère sa vigilance, altère en fait son vécu relationnel, altère également sa santé, altère également sa façon de se tenir en société. Oui. Donc tout produit qui a des conséquences, qui agit directement sur le système nerveux central, peut être classifié comme drogue. Voilà. Et si je veux classer les drogues ici, bon, moi je vais utiliser la classification selon les conséquences en fait des drogues et je vais classer les drogues dans 3 grands groupes. Il y a premièrement les stimulants, il y a ensuite les dépresseurs et il y a les perturbateurs. Donc au titre des stimulants, on peut citer pêle-mêle par exemple des drogues comme la cocaïne, comme toutes les drogues qui stimulent en fait l'organisme. Et au titre des dépresseurs, on peut parler de tous les produits en fait qui apaisent l'organisme, qui apaisent les douleurs, qui créent par exemple une sorte de somnolence au niveau des individus et tout ça. Ça, on peut les classer au titre des dépresseurs. Et les perturbateurs, on peut parler de tout ce qui crée en fait, pour ne pas me répéter, des perturbations au niveau du fonctionnement psychique de l'individu. Comme par exemple certains produits qu'on peut inhaler, comme des colfortes, par exemple, et d'autres types de drogues de ce genre. En fait, je n'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de détails parce que nous sommes sur un plateau de télévision et les enfants nous suivent. Et donc, quand on leur donne trop d'informations, ils peuvent essayer. Donc, mais il faudrait qu'on fasse aussi le distinguo entre des effets secondaires de médicaments dans la pharmacopée et puis les drogues qui sont utilisées. C'est le mode on va dire, d'acquisition qui diffère. Absolument. Il faut déjà dire que la plupart des médicaments, tous les médicaments même sont des drogues. Tous les médicaments sont des drogues. C'est l'usage qu'on en fait. Voilà, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être nocif ou bien alors qui peut être curatif. Donc, tous les médicaments sont des drogues. C'est pour ça que je disais qu'il faut que les parents actualisent en fait leurs connaissances en la matière. Parce qu'il y a beaucoup de produits que les enfants utilisent comme drogue aujourd'hui parce que les enfants ont des informations que les parents n'ont pas. Les enfants sont de grands chimistes aujourd'hui. Ils savent tellement de choses que les parents ne savent pas, qu'ils utilisent la drogue à la maison, au vu et au su des parents, et sans que les parents le sachent forcément. Du coup, voilà, il faut que les gens actualisent en fait leurs connaissances en la matière. Vous avez parlé de la drogue à l'école. Là, ça m'interpelle tout de suite. Pourquoi, comment? Je vais vous dire, les parents mènent des combats. On dit il faut que les fumoirs soient détruits aux alentours des écoles. Il faut qu'on mène des combats de vigilance autour des écoles et tout ça. C'est très beau. Mais il faut savoir que le domaine de la drogue, c'est un domaine d'intelligence. Et la plupart des acteurs ont de gros intérêts à protéger. Donc, ils utilisent également de grosses intelligences pour préserver leurs acquis. Et donc, aujourd'hui, ils ont amélioré les techniques de pénétration du marché, de leur marché. Un marché noir, un marché qui est dangereux, un marché qui est très, très avilissant au niveau de la nature humaine, en fait. Donc, aujourd'hui, la plupart des dealers, ils recrutent des enfants dont ils font en fait des relais dans les écoles. On les appelle les attaquants. Absolument. Donc, c'est les élèves les plus en vue de l'école, etc. Ils savent qu'ils peuvent avoir une influence sur leurs amis et tout, qui le recrutent aujourd'hui comme des passeurs, des dealers. Et donc, ce sont ces enfants-là qui vendent la drogue à leurs camarades dans l'école. Donc, ce n'est plus hors de l'école. Le verre est dans le fruit. Voilà. Donc, il faut que tout le système éducatif, il faut que les parents également, tous ensemble, qu'on essaie de redéfinir les stratégies. Parce que si on ne le fait pas, si on reste dans les vieux clichés, on sera toujours dépassé. Comme je vous l'ai dit, l'âge de la première consommation est en train de s'abaisser. Pourquoi? Parce que la drogue est déjà dans l'école. Voilà. Et personne n'est à l'abri. Ni enfant de pauvres, ni enfant de riches. C'est seulement peut-être les types de drogue utilisés par les uns et les autres qui peuvent différer. Mais le fait est que la drogue a les mêmes effets. Que ce soit sur un riche ou sur un pauvre, c'est la même chose. Donc le dégât est le même. Et les conséquences sont les mêmes partout où on se trouve. Et il faut dire que pour entrer dans la drogue, c'est très facile. Avec 100 francs, avec 200 francs, on rentre dans la drogue. Mais pour en sortir, il faut 2 choses. Il faut beaucoup de temps et il faut l'aide de Dieu.
Pourquoi je dis l'aide de Dieu? Parce que même la science ne réussit pas souvent à venir à bout de la drogue. Parce que la drogue est considérée comme une maladie chronique. Or, les maladies chroniques, en général, on apprend juste à vivre avec. Il est difficile de pouvoir se sortir des maladies chroniques. Or, la drogue, une fois que ça altère les fonctions du cerveau, une fois que ça altère les fonctions cérébrales, ça peut entraîner aussi des conséquences médicales irréversibles. Alors, docteur, vous avez parlé de drogue à ne pas spécifier. Moi, j'aimerais vraiment qu'on informe les parents, puisque c'est eux qui sont responsables des enfants. Il faudrait qu'ils soient aussi au même niveau d'information que leurs enfants, parce que les enfants, c'est connu, eux, ils savent déjà les drogues qui circulent. Alors, les parents aussi devraient savoir. Et puis, comment venir à bout, on va développer. Oui. En fait, quand je disais de ne pas donner certaines informations, je disais que les drogues ont changé, en fait. Oui. Les enfants... Les formes aussi. Les formes ont changé, les modes de consommation ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, les voies classiques d'utilisation des drogues, la cigarette, par exemple, la voie de l'inhalation, par exemple, la voie des injections, la voie de toutes les autres voies qu'on connaît, sont aujourd'hui... C'est présent, mais c'est dépassé. Il y a d'autres voies qui sont là. Je peux en parler, mais je n'ai pas envie d'en parler, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour les enfants qui n'ont jamais essayé, ils peuvent être curieux. C'est une sensibilisation aussi préventive. Absolument, mais ça devrait se faire uniquement entre parents. Là, on se retrouve entre parents et on en parle. Mais quand on doit parler avec un public qui est un melting pot, en fait... Surtout que là, il s'agit d'enfants très fragiles. Et puis, il y a le phénomène aussi du suivisme à l'école, qui fait partie aussi d'une des causes, hein, parce qu'on veut suivre beaucoup. L'autre, on est un peu intimidé, on veut montrer qu'on peut relever un défi, qu'on peut tenir. Il y a beaucoup de choses. C'est un véritable chantier, docteur. Absolument, absolument. Le phénomène de la drogue ici, ça interpelle. Ça interpelle en premier lieu les familles. Et c'est pour ça que moi je suis ici, pour parler surtout aux parents. Parce qu'en général, les gens ont tendance à rejeter tout sur l'État, alors que l'État ne va pas venir intervenir dans nos différentes familles. L'État fera ce qu'il peut faire. Quand bien même que l'État, aujourd'hui, dans notre pays, excusez-moi de le dire, mais la drogue n'est même pas encore un problème de santé publique. De sorte qu'aujourd'hui, vous pensez? Je le dis, je l'affirme, la drogue n'est pas un problème de santé publique. La preuve, quand quelqu'un est dans la consommation de drogue, pour sa prise en charge, aucune assurance n'intervient. Aucune assurance, alors que c'est des choses qui coûtent cher. Aucune assurance. ONG qui se chargent pour la désintoxication. Les structures même de prise en charge, ça n'existe quasiment pas. Ça veut dire qu'au niveau de l'État, il y a des efforts à faire. Il faut encourager les gens dans ce sens-là. Décision politique un peu Décision politique, volonté politique, il y a beaucoup de choses. Le chantier il est vaste, comme vous l'avez dit, il y a des choses à faire. Ici, il faut que les parents sachent qu'il y a plusieurs types de consommation de drogue. Il y a la consommation occasionnelle, où au décours d'une soirée, un enfant, par curiosité, peut essayer une drogue. Ça ne va pas forcément créer une dépendance. Ça ne va pas créer, par exemple, des dommages au niveau sanitaire. Ça ne va pas créer des dommages au niveau psychique. Donc ça, c'est la consommation, si vous voulez, occasionnelle. En dehors de cette consommation occasionnelle-là, il y a la consommation abusive ou nocive, où il y a la répétition de la consommation qui intervient ici. Et là, les problèmes de santé commencent à intervenir. Parce que la consommation de drogue, il faut que vous le sachiez, par exemple, quand on utilise la voie, par exemple, des injections, on peut se faire contaminer par des maladies comme le VIH, comme les hépatites virales, etc. On est exposé à ces maladies-là, dont les conséquences sont irréversibles sur l'organisme. Donc là, les dommages au niveau de la santé apparaissent, les dommages au niveau psychique apparaissent, les dommages au niveau relationnel et affectif apparaissent également parce que le comportement de l'individu dans la famille change totalement. Ça, on est dans la consommation abusive ou nocive. Et là, maintenant, la troisième phase, c'est la phase la plus grave. En fait, ici, on tombe dans la dépendance. Là, l'individu, il y a une sorte de compulsion dans la répétition de la consommation. Il y a une sorte d'envie irréfrénée, irrépréhensible, on ne peut pas s'empêcher parce qu'il y a un phénomène qui apparaît, il y a la dépendance à la fois physique et psychique. Physique parce qu'arrivé à un certain niveau de consommation, ce n'est plus l'individu qui agit, c'est son corps lui-même qui demande. Qui réclame, oui. Qui réclame le produit parce que le cerveau a été conditionné à un niveau où le cerveau ne peut plus assumer certaines de ses fonctions qu'il assumait naturellement sans forcément qu'il soit aidé par un produit. Et maintenant qu'il est aidé par un produit, l'organisme n'arrive plus à se passer de ces produits-là. Donc, le corps réclame. C'est pour ça que
quand quelqu'un est dans la drogue, il ne faut pas penser que c'est un problème qu'on peut gérer avec juste un conseil. Et on dit non, on lui a donné des conseils, mais il tombe, il reprend. Il y a un accompagnement à avoir. Il y a un Et vous avez parlé psychologique. de la jouvence précoce de la consommation qui part par le mode. Maintenant, c'est à l'intérieur des écoles par des petits bonbons. Parce qu'on a vu un reportage ici d'Abou Sanogo. Il y a une dame qui a été arrêtée qui vendait ces petits bonbons-là. Mais c'était pour créer justement la dépendance chez ces petits jeunes. Alors, comment accompagner des enfants qui ont commencé très tôt à consommer de la drogue, malheureusement, à leur insu, des fois? D'abord, il faut poser le problème autrement. Avant d'arriver à l'accompagnement, il faut savoir les actes à poser. Parce que la drogue, ça repose sur un triptyque, c'est-à-dire c'est la rencontre d'un produit avec un individu et une personnalité, un individu et une circonstance en fait. Donc voici les trois pieds de la consommation de la drogue. Un produit, une circonstance et une personnalité. Donc, quelle est la personnalité qui est en face, qui est dans la consommation de drogue? La construction de cette personnalité, elle commence à la maison, avec les parents. Très bien. Ça veut dire qu'en général, quand vous regardez, la plupart des consommateurs de drogue, ils n'ont pas de repères, parce qu'ils n'ont pas de père. Quand je dis père, il faut mettre dans le gros sac des pères, ici, les géniteurs, père et mère. Ils n'ont pas de père, en griffe. Et quand ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repères. Donc, ils se construisent eux-mêmes. Ils se construisent avec les amis. Ils se construisent avec les occasions qui s'offrent à eux. Donc, tout le plateau, pour qu'on rentre dans la drogue, est créé. Donc, avant de parler de la prise en charge, il faut d'abord mettre les parents devant leurs responsabilités. Leur dire, comme j'ai l'habitude de le dire, que la parentalité est une fonction qu'on doit assumer. Et quand on néglige d'assumer cette fonction-là, quand on néglige de faire les choses comme on doit le faire, au prétexte qu'on doit travailler, au prétexte qu'on doit chercher l'argent, les conséquences sont irrémédiables au niveau des enfants. Parce qu'on a du mal à les récupérer entre-temps. Maintenant que le problème il est posé, si le problème se pose au niveau d'un enfant qui est dans la consommation, pour qu'on puisse l'aider, il faut déjà savoir que mon enfant est dans la consommation. Donc là, ça m'amène à donner quelques astuces aux parents pour découvrir qu'un enfant il est dans la consommation de drogue. Anneau Calpin. Et là encore, il faut que les parents assument leur rôle. Assumer le rôle, c'est quoi? C'est-à-dire être effectivement présent dans la vie de l'enfant. Oui. Parce que quand on n'est pas présent, tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, vous ne pourrez jamais voir ça si vous n'êtes pas présent dans la vie de votre enfant. La première chose, il faut savoir que l'enfant a beau dissimuler les drogues, mais quand il en consomme, les pupilles, le petit point noir qui est dans les yeux, ça se dilate. Pour voir que l'enfant a les pupilles dilatées, il faut être en contact avec lui. Quand on rentre à 2 h du matin que l'enfant dort, on ne peut plus voir ça. Donc du coup, il va développer une dépendance alors qu'on aurait pu interrompre les choses dès que ça a commencé. Donc, pupille dilatée, ça peut être un signe. Ça peut être un signe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent dilater les pupilles également. Donc, ça peut être un signe. Il ne faut pas que les parents s'érigent ici. C'est parce que je suis en ophtalmologue pour vérifier tous les yeux. Voilà, qui s'érigent ici en praticien, en technicien, en toxicologue, etc. Non, ce n'est pas ce que je dis. Et je suis en train de vous donner juste quelques astuces pour que ça vous interpelle et que vous vous adressiez à la bonne adresse, que vous alliez à la bonne adresse pour obtenir de l'aide spécialisée. Donc après les pupilles dilatées, il faut savoir également que la plupart des drogues déshydratent. Donc un enfant qui est dans la consommation de drogue, c'est un enfant qui va régulièrement au frigo pour boire de l'eau. Il peut boire 1,5 litre d'eau en moins de 30 minutes, ça ne lui dira pas grand-chose. Et la consommation régulière et fréquente de l'eau doit pouvoir interpeller les parents également. Il a des comportements où il est tout le temps à la maison et 2-3 minutes, il sort, on ne sait pas où il va, il revient à la maison, il sort, il va, il vient. Quand l'enfant est dans ce genre de schéma, il faut que le parent soit vigilant. Quand l'enfant commence à porter des bracelets rastafariens, des chaînes, je ne dis pas que c'est le signe, mais il faut savoir que... entrer dans ce domaine-là, restons dans ce qui est... Voilà. Parce que là encore, c'est d'autres philosophies, c'est d'autres considérations. Ça peut rentrer dans des interprétations. Et nous, ce n'est pas notre rôle. Donc, restons dans ce qui est impersonnel et voilà. D'accord. On se comprend. Donc, vous allez voir, par exemple, qu'un enfant, si vous apprenez à le connaître, vous allez observer des changements de comportement. Ouais. Vous allez voir que mon enfant que je connaissais, qui avait un comportement docile, il devient soudain rebelle. Il est lointain, il a des attitudes bizarres. Il s'isole aussi des fois. Ça dépend des types de drogues qu'il consomme. S'il consomme par exemple un dépresseur, il aura tendance à rester dans la somnolence, il est tout le temps fatigué, il dort beaucoup, il est indolent, il est difficile à l'action, etc. Quand il utilise un stimulant, bon, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie. Il est hyperactif, il bouge beaucoup, etc. Donc, il faut apprendre à connaître son enfant. Comment mon enfant est? De sorte que dès qu'il y a un petit changement,
on peut l'observer et attirer l'attention d'un spécialiste pour obtenir de l'aide éventuellement. Il y a des produits qu'on peut trouver chez l'enfant qui est par exemple consommateur de drogue. Tout à l'heure dans l'élément filmé qui passait là, j'ai vu par exemple que les enfants roulaient la drogue dans un papier spécial. Il faut dire que ces papiers spéciaux là, on le trouve dans beaucoup de bubblegum, les chewing-gum, voilà, et donc l'arrière de ces papiers argentés qu'on trouve dans certaines marques de chewing-gum, aujourd'hui, quand vous regardez les vêtements d'un enfant, vous regardez ses poches, très souvent vous allez voir qu'il est consommateur de ce type de chewing-gum-là, juste pour en garder le papier et pouvoir se rouler ses joints après. Donc ça doit pouvoir interpeller le parent. Il faut voir également que l'enfant aura tendance à avoir des cuillères dans sa maison, dans sa chambre. Il peut avoir des pipes, il peut avoir des objets comme des stylos dont l'emballage a été conservé et transformé. Voilà, il y a des petites choses bizarres comme ça qu'on trouve. Au niveau physique, son odeur, son haleine, tout ça, il n'y a pas de... Il y a également quelque chose qui peut attirer les parents, c'est que quand par exemple on est dans la consommation d'une drogue particulière comme le cannabis a une très forte odeur. Donc la plupart des enfants, quand ils consomment le cannabis, ils ont envie de masquer les odeurs du cannabis. Donc ils utilisent beaucoup de déodorants. Donc, quand vous voyez que votre enfant habituellement utilise de l'eau de Cologne, les déodorants, etc., ça doit pouvoir vous interpeller. Et il va être en train de mâcher des chewing-gums à longueur de journée, en général pour masquer les odeurs du cannabis de la bouche, parce que lui, il sent ces odeurs-là et il pense que tout le monde sent. Du coup, il a envie de se protéger du regard des autres, de l'attention des autres. Donc, c'est des choses qu'il fait très, très facilement. Donc, ces choses-là devraient pouvoir interpeller les parents. Donc, quand les parents, ils ont ces signes-là, je le dis encore, ce n'est pas l'occasion pour eux de devenir toxicologue. Là, parce que la prise en charge d'une personne qui développe une addiction à la drogue est une affaire de professionnels. Et en général, ça appelle l'attention d'une multitude d'intervenants. Par exemple, les médecins, par exemple, un médecin psychiatre, un médecin généraliste, un médecin psychiatre, un psychologue, un éducateur, un travailleur social. Donc, c'est ce collège de spécialistes qui va intervenir. Parce qu'il faut organiser une prise en charge holistique, une prise en charge qui chemine toute la vie de l'enfant, en fait, de tous les aspects de sa vie, du plan au niveau scolaire, spirituel et tout. Donc, il faut que tous ces spécialistes interviennent dans sa vie, convergent les efforts et puis on obtient en fait un résultat avec beaucoup de patience et beaucoup d'action. Donc, il faut que les parents comprennent, et ça, j'insiste là-dessus, qu'ils comprennent que la drogue, la consommation abusive de la drogue est une maladie chronique. Et une maladie chronique a besoin d'une intervention spécialisée. Voilà. Si les parents n'ont pas compris ça, ils vont toujours développer des frustrations, ils vont développer des amertumes, des pleurs, à n'en point finir. Et les parents confient leurs enfants le temps d'une journée à une école. Qu'est-ce que les écoles font? Quel est le dispositif? Parce que ce que vous avez tellement bien dit, au début, on savait que les enfants sortaient de l'école, ils allaient dans un fumoir, tout ça. On peut localiser facilement le fumoir. Là, ça a changé. Ça a changé. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ils ont des messages qui se passent, il y a des rêves partis, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, il y a de nouvelles techniques. Est-ce que l'école, c'est vrai que, bon, l'école ne peut pas tout faire, mais à ce niveau-là? Vous êtes en train de poser un problème d'appréciation générale. L'école est gérée par les adultes. Les adultes sont dépassés, donc l'école est dépassée. Comment elle peut le faire pour ne plus être dépassée? Comment elle peut faire? C'est premièrement de comprendre qu'elle a un rôle d'éducation et non seulement d'instruction. Franchement. Donc il faut qu'on revienne à la première notion de l'école qui est à la fois une notion d'éducation et d'instruction. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles tout le système éducatif évolue sont telles que les enseignants, par exemple, sont devenus juste des instructeurs. On ne les respecte même plus. Comment voulez-vous qu'on les respecte si on leur interdit certaines choses? Par exemple, porter la main à un élève. Je ne dis pas que c'est bien, mais il faut pouvoir... Ce n'est pas la méthode idoine indiquée. Et par rapport au système éducatif, j'en parlais, j'insiste, pour le reportage, on a eu des images même sur nos antennes. C'est par des petits bonbons qui sont vendus au sein de l'école pour créer la dépendance. Donc, qui autorise ces ventes-là et qui supervise, surveille les ingrédients de toutes ces substances qui sont vendues pour... Première chose, il ne faut pas qu'on focalise l'attention sur les bonbons, parce qu'il n'y a pas que les bonbons. Voilà, il n'y a pas que les bonbons. C'est un exemple. Oui, il n'y a pas que les bonbons. Il y a bien d'autres choses que nos enfants utilisent dans l'école. Et de façon si subtile, que... Mais les bonbons sont en vogue. Comment démanteler les bonbons sont en vogue. Hein? Oui, les bonbons sont en vogue, les bonbons sont en vente dans les écoles. Mais regardez,
est-ce que les parents vont accepter que, par exemple, au niveau de l'entrée de l'école, qu'il y ait une fouille systématique de tous les enfants, une fouille à la fois des affaires et une fouille corporelle des enfants? Parce que les enfants ont des lieux de dissimulation insoupçonnés. Insoupçonnés. Ils peuvent cacher tous ces produits à vendre là dans des lieux que vous ne pouvez pas imaginer, que les adultes utilisent dans les aéroports pour faire passer la drogue. Donc, je vous ai dit, ce sont eux qui sont aujourd'hui devenus les relais des dealers. Donc, toutes les stratégies leur sont enseignées par leurs maîtres. Et c'est avec ces stratégies qu'ils vont à l'école. Je ne dis pas que la lutte est impossible, mais je dis on est dans un secteur d'intelligence. Et il faut de l'intelligence. Donc, il faut des mesures particulières. Déjà, en mettant un dispositif de sécurité à l'entrée de l'école, par exemple, concernant la fouille, ça va déjà amoindrir, en fait, l'entrée ou la masse. Docteur, quand vous parlez comme ça, bon, moi, je suis un peu réaliste. Vous parlez de dispositifs d'entrée dans les écoles, alors qu'il y a des écoles qui n'ont même pas de table, qui n'ont même pas de tableau. C'est ça aussi. C'est un problème vraiment profond. Je vous comprends. Hein. Je vous comprends, mais quand vous me dites même qu'il n'y a même pas d'assurance pour la prise en charge, des toxicomanes, il faut que l'État aussi se réveille sur ce dossier-là. Parce que franchement, on a besoin de choses concrètes. Il ne faudrait pas attendre que ça arrive à l'enfant de quelqu'un qui est nanti pour venir faire encore des conférences et tout y quanti. Il faut vraiment prendre le problème à bras le corps. Et ça commence maintenant. Et je vous rassure, Marco, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, la drogue ne fait pas de tri entre les enfants. Pauvres ou riches, la drogue, elle frappe. Et très généralement, ce sont même les gens nantis dont les enfants sont dedans. Parce que ce sont eux qui ont beaucoup de moyens. Justement, parlant d'argent, la manipulation ou la gestion de l'argent chez les jeunes, il faut bien avoir de l'argent pour acheter cette drogue-là. Madame, comprenez que toutes les drogues ne sont pas... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les adultes sont dépassés. Donc le mode, les méthodologies, le mode d'acquisition. Le mode d'acquisition... En une minute. Voilà, donc je vous disais que les drogues ne sont pas toutes les mêmes. Les gens sont focalisés sur la cocaïne, l'héroïne qui coûte cher, 8 000, 12 000, la dose et tout ça. 25 francs, j'insiste. Alors qu'aujourd'hui, il y a des drogues qui ne coûtent que 100 francs, qui sont à la portée de tout le monde. Il y a des drogues qui ne coûtent rien du tout. C'est-à-dire qu'il vous suffit juste de connaître et puis vous utilisez. Vous n'avez pas besoin d'argent. Donc l'utilisation de l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est les valeurs que les parents doivent donner aux enfants. De sorte qu'un enfant qui est en face de n'importe quel type de drogue, qui puisse avoir les moyens de résister et de ne pas succomber. Et pour terminer, docteur, il faut des moyens clairs, conséquents, affirmés pour la lutte contre la drogue dans notre pays de façon générale et dans le milieu scolaire en particulier. Merci beaucoup, docteur Zabi. Merci beaucoup. On espère que vos parents de Montfla sont très fiers de vous. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. C'est un sujet très épineux. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. Et puis, bon, sur notre page aussi. Sur notre page, #Matin Bonheur. N'oubliez pas, Matin Bonheur, ça sert à ça. Informer, pédagogie, sensibilisation. Réalisation Soro Félicité. On vous souhaite une très bonne journée sur RTI 1.